Et bonsoir, bienvenue ce soir sur ce nouvel épisode de la saison 3 de Ground Frequency, ce podcast à l'Aéroclub de France ici à Paris. Bienvenue à tous dans le chat, bienvenue à tous ceux qui sont sur la rediffusion. Ce soir, émission tournée autour de la voltige, mais qui pourrait bien m'accompagner pour parler de ce sujet si prestigieux? C'est l'unique Antoine. Merci d'être là, Antoine. Évidemment, voltige, je ne pouvais pas laisser passer ça. Enfin, j'avais envie d'être sur le plateau et de parler avec notre invité du jour. Eh ben, écoute, est-ce que tu peux nous le présenter? Eh ben, c'est parti. Eh bien, on reçoit Adrien Picard. Bonsoir, Adrien. Bonsoir à vous deux. Merci de me recevoir. Eh ben, écoute, on est on est ravis de t'avoir dans Ground Frequency. Alors, on a déjà fait plusieurs émissions Voltige. On avait reçu Catherine Monory, on a reçu Paul Chéneau. On aura l'occasion de revenir parce que vous avez des petits points en commun dans les parcours, etc. Et donc aujourd'hui, Adrien Picard, tu es un jeune voltigeur qui est actuellement membre de l'équipe de France de Voltige Advanced. On va pouvoir revenir sur ton parcours, ton palmarès et aussi un petit peu plein de choses, que ce soit les fonctionnements des équipes de voltige fédérales, mais aussi les équipes de voltige privées, tes activités d'instructeur de voltige. Bref, on va pouvoir revenir sur plein de choses. Ce sera juste après la revue de presse, mais on va commencer juste une petite intro sur ta plus grosse actualité. C'était les championnats du monde en Hongrie qui se sont déroulés. Donc là, c'était en septembre, c'est ça, début octobre? Ouais, c'est ça, il y a un mois à peu près. Alors, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Qu'est-ce que ça représentait pour toi? Comment ça s'est passé? Donc, c'était en Hongrie, donc sympa quand même comme compétition internationale. Oui, très belle destination. On était à Balaton, donc au bord du plus grand lac d'Europe, le lac Balaton. On était 6 membres de l'équipe de France à y aller, plus 3 membres du staff. Honnêtement, on a fait des résultats plutôt exceptionnels, il faut quand même le dire. La France championne. Voilà, la France championne. On conserve le titre grâce à Max, Paul et Mario. Nous, derrière, on score aussi les points qu'il faut. Donc, on est 5 pilotes dans le top 10. Donc voilà, c'est des très bons résultats, le classement junior aussi, et puis voilà, on s'est régalé, donc c'était vraiment cool. Donc à titre perso, vraiment content. C'était tes premiers championnats du monde du coup de voltige? Oui, tout à fait. J'avais fait du coup les championnats d'Europe l'année d'avant, qui était ma première compétition internationale, et là c'était mes premiers mondiaux. Donc avec aussi la rencontre de pilotes venus des États-Unis, du Brésil, etc. C'était sympa. Ouais. Donc beaucoup de pilotes réunis en Hongrie et la France qui a scoré. Donc comme tu dis, il n'y a pas que les 3 premiers, il y a un gros vivier de pilotes en France. Il n'y a pas que ceux qui font il n'y a pas que l'Unlimited. On a vraiment des niveaux, c'est ultra riche dans toutes les catégories. On a un bon vivier de pilotes. Tu fais partie des plus jeunes du coup de l'équipe de France en plus? Je suis le plus jeune, ouais. De l'équipe de France Advance. Ouais. Ok, donc voilà, avec encore beaucoup. On aura l'occasion de revenir sur aussi comment tu te projettes, ce que tu as envie de faire dans les années à venir. Mais écoute, tu nous as parlé un peu de l'actualité dans la voltige. Est-ce que maintenant, Antoine, on ne serait pas à temps de faire la revue de presse et parler de l'actualité dans l'aéronautique? C'est ça, restez bien avec nous pour l'interview d'Adrien qui arrive juste après. Mais on va quand même parler un peu des dernières actualités. Si on peut sortir une petite image, on a commencé par Voltaero, donc c'est le pionnier de l'aviation hybride en France, qui a été placé récemment en redressement judiciaire. Alors je pense que l'image est en cours d'arrivée. Il y a peut-être des petits soucis de recadrage ou des petits soucis d'image, mais c'est pas grave. On fait au mieux. Donc en fait, le Voltaero, c'était un petit avionneur. Ça avait été créé par un des anciens patrons de l'innovation d'Airbus, et ils sont en grande difficulté financière parce qu'il y a le groupe ACI qui devait monter à son capital et leur permettre de se projeter un petit peu sur. ACI. Bon, on va voir Voltaero. Tu sais ce que c'est ou pas du tout? C'était un groupe de Singapour, quelque chose comme ça. Malaisien, pardon. Ok. Donc en tout cas, c'est ça. En tout cas, il devait rentrer au capital de Voltaero. Même au Bourget, ils avaient fait plein d'annonces. Il y avait beaucoup d'espoir pour que Voltaero puisse se maintenir à flot. Ouais, on les a beaucoup vus sur la chaîne Jumpseat. C'est ça, on les a interviewés. D'ailleurs, une interview de Jean Botti qui a retrouvé sur la chaîne de Jumpseat. Et donc voilà, tout était ouvert en début d'été. Et là, patatras, c'est le groupe. Ah non, c'est le groupe français, pardon. Je suis désolé, le groupe français ACI. Il y avait, donc voilà, je reprends mes petites notes. Il y avait l'État malaisien qui était entré au capital, donc il y avait des fonds. Il y avait aussi le groupe français ACI. Mais la faillite de ce groupe fait que Voltaero est placé donc en redressement judiciaire. Donc est-ce que d'autres
Est-ce que d'autres investisseurs vont se présenter? Toujours est-il que bon, voilà, ils avaient l'air d'être assez déçus que Voltaero d'avoir les financements de l'État. C'est souvent des problèmes dont on a pu entendre parler. L'État est prêt à soutenir. Par contre, l'État soutient qu'à 50%. Ce 50%, le reste, c'est des investisseurs privés. Et donc là, de grandes difficultés. Donc voilà, Voltaero qui avait un démonstrateur qui volait, le Casio, on l'a pu le voir voler au Bourget en configuration hybride, enfin faire un passage même tout électrique. Donc voilà, à suivre. C'est un gros coup dur en soi parce qu'effectivement c'est une aventure qui dure depuis plusieurs années, il y a beaucoup d'investissements, beaucoup de démonstrations on va dire, de choses faites pour montrer que ça peut marcher. Ils avaient signé à Kawasaki en termes de moteur, donc là toute la propulsion hybride qu'ils avaient développée. Puis même Safran aussi pour le moteur électrique avec l'Enginous. Donc il y avait beaucoup de choses, ça partait. Après voilà, c'est toujours pareil avec les startups, il faut des fonds aussi. Les premières briques, on va dire, de l'innovation et c'est pas toujours le plus facile. Et voilà. Et donc là, quand même, bon, c'est pas tout fini pour eux. Un redressement judiciaire, ça permet de protéger les emplois, c'est la première des choses, et de voir si. Voilà, c'est un statut intermédiaire, à voir si ça leur donne un petit peu de sursis quelques mois, voir s'ils s'en sortent. On passe au deuxième article. Alors là, je vais parler un petit peu de l'industrie avec deux news, donc une au sujet d'Airbus et en lien avec une autre au sujet de Safran. Donc, une premier article, c'est de Airbus qui s'étend sur 18 hectares à Toulouse face à l'explosion des commandes d'avions. C'est un article dans La Tribune. Donc voilà, pour doper les livraisons d'avions, que ce soit les gros porteurs, mais aussi la 321 Neo, le best-seller d'Airbus, Airbus a décidé de s'étendre sur son site de Toulouse. De Toulouse Francazal, c'est ça on dit enfin bref, ils ont deux sites entre Francazal et Blagnac. Blagnac, et ben celui-là, je crois que c'est Lagardère. Lagardère. Le hangar Lagardère. Là où il y a la nouvelle ligne, où ils faisaient les A380, qui a été reconverti maintenant pour faire du 320. C'est ça. Et ben du coup là, l'idée c'est d'agrandir les capacités pour monter en puissance. Donc le nouveau site 18 hectares, ce sera d'ici 2028 pour avoir encore plus de capacité de production. Et alors dans le même temps, Safran a aussi fait des annonces d'une nouvelle chaîne d'assemblage finale de LEAP, qui est le moteur qui équipe les 300, en partie les A321 Neo, avec une ligne d'assemblage au Maroc. Donc voilà, grosse nouvelle. Safran qui fait tous ces assemblages final, en tout cas sous le nom Safran et pas sous le nom de G, à Villaroche a décidé d'être un peu plus robuste parce que oui, c'est vrai qu'en cas d'accident industriel ou n'importe quoi, c'est toujours risqué d'avoir toutes ces activités concentrées à un endroit. Donc ça veut dire que Safran aura 2 points pour les lignes d'assemblage et G, tu sais s'ils en ont un seul ou s'ils en ont d'autres? Ils en ont plusieurs aussi. Ok, d'accord. Donc voilà, l'idée c'est d'être un peu plus robuste et de pouvoir suivre ce ramp-up. Airbus construit des hangars avec de plus en plus de place, Safran s'aligne derrière pour avoir de plus en plus. Oui, il faut les moteurs pour les avions. Exactement. Ça paraît logique. C'est l'idée. Et alors le dernier article, on revient un peu sur les startups avec un petit article sur Beyond Aero qui a franchi un jalon crucial pour son avion d'affaires à hydrogène. Donc c'est le nom de l'article publié dans La Tribune. Ce qu'on voit à l'image, c'est la campagne d'essai de cette startup qui vise à tester donc son système de propulsion pour son futur aéronef à hydrogène de 6 places qu'elle développe à Toulouse. Donc voilà, il y avait la PDG de Beyond Aero qui était très fière de présenter ses essais. La chaîne propulsive, elle fait quand même 2,4 MW et donc ça se base sur des piles à combustible. Et l'objectif, c'est de pouvoir prétendre à la certification CS23. Donc voilà, c'est des certifications assez lourdes, même si ça reste de l'aviation légère. Et pour ça, il faut passer des heures et des heures en test, surtout pour des nouvelles motorisations. Donc voilà, là on voit, c'est un peu, j'ai mis l'image exprès de l'article parce que c'est un peu sombre. On se dit tiens, qu'est-ce qu'il y a, mais on voit que c'est quand même pas très grand-chose. Complexe. C'était le but. Voilà, l'hydrogène, c'est encore nouveau. Faut tester tout, que ce soit des systèmes de distribution, mais aussi voilà, comment est-ce que pile à combustible, la chaleur. Enfin bref, il y a énormément de choses à tester et ça se fait dans le genre de labo, comme ce que vous pouvez voir à l'écran. Ok. Donc voilà, c'était les 3 petites news. Donc sur nos startups en difficulté, d'autres qui font des essais, mais aussi l'industrie en parallèle. T'inquiète pas, Alexandre, je te resterai la main sur une prochaine revue de presse pour parler militaire. J'ai fait exprès de pas mettre d'article. De l'actualité dans le militaire. Tu t'en remettras. Oui. T'as pas une petite news comme ça militaire qui te vient juste au feeling? Au feeling comme ça, je dirais qu'il faut regarder. Il y a eu des commandes récentes côté KC390, donc c'est le best-seller, on va dire, d'Embraer en ce moment. Bimoteur, qui est un peu un C17 mais downsizé, donc avec vraiment pas en turboprop justement, donc comparé à la 400M, et qui est donc vendu, je crois, à 200 exemplaires pour la Finlande. Donc c'est la première commande, c'est la première fois que la Finlande commande du KC390. Et puis dernièrement, il y a aussi le Portugal qui a renouvelé encore une nouvelle commande. Puisqu'ils sont fans de cet avion. Donc c'est vraiment un avion phare là qui en ce moment prend pas mal de lumière. On le voit beaucoup au Bourget aussi, ils sont assez présents sur les 2 dernières éditions. T'as pu rentrer dedans? Non.
T'étais autour. J'ai préféré laisser Frédéric Lert à ce poste. C'est lui qui connaît bien et qui a pu pratiquer son portugais avec Ambraer. On salue Mathieu. Non, t'inquiète pas, je me rattraperai sur les prochaines revues de presse pour ça. En tout cas, merci beaucoup Antoine d'avoir pu nous partager ces news. C'était revue de presse vraiment express, on fait au mieux. Mais au moins, on est refresh là-dessus. Mais je vais pouvoir te donner la main cette fois pour repasser côté voltige. Exactement. Et passer à l'interview. Et on va commencer à cuisiner notre invité. Alors, donc, on a commencé à te présenter très rapidement. Mais est-ce que tu peux nous dire, donc, on a vu que ton actualité, c'était les championnats du monde. Mais alors, comment est-ce que t'en es arrivé là ? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment t'as commencé le pilotage ? Où est-ce que ça s'est passé ? Déjà, est-ce que c'est quelque chose de ta famille ou est-ce que c'est comme ça un jour t'as poussé à Port de l'Aéroclub ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu sur tes débuts de cette passion pour l'aviation ? Avec grand plaisir. J'ai commencé en fait l'aéronautique, on va dire, réellement pendant mon stage 3e à Compiègne. Donc j'avais fait un stage d'observation au Cercle des machines volantes, qui est une association qui restaure des avions anciens. Au final, ce stage d'une semaine s'est transformé en 4 ans de bénévolat à restaurer des avions anciens, à apprendre comment ça fonctionne, etc. Donc ça m'a donné à la fois le goût du pilotage, parce que j'ai eu l'occasion de voler dans des avions anciens, donc qui se pilotent quand même de manière assez particulière, et à la fois le côté technique qui m'a poussé à faire derrière des études d'ingénieur, et on pourra en reparler. Suite à ça, en parallèle, j'ai passé mon BIA. Grâce aux subventions du BIA, j'ai pu commencer un brevet de base à l'époque, c'est l'ancêtre du LAPL, sur Jodel D112, du coup, au Plessis-Belleville. Et puis après, DR220 un petit peu sur la fin du brevet de base. Et quand le LAPL est arrivé, je suis passé à LAPL complet. Alors, il faut redire un petit peu. Donc là, brevet de base, c'est un des brevets qui permet de commencer à piloter depuis son aérodrome en restant assez en local. Et après, l'APL, ça t'a permis de d'étendre un petit peu les horizons. C'est ça. En fait, un LAPL, tu as quasiment les mêmes privilèges qu'un PPL, sauf que tu n'as pas le droit au vol de nuit et tu n'as pas le droit à des avions de plus de 2,5 tonnes. Mais pour le commun des avions d'aéroclub, ça suffit du coup largement. Et en fait, j'ai monté mes heures en fait, petit à petit avec ça. Et sauf qu'à un moment donné, à force d'emmener les copains en local au Plessis, ça commençait à devenir un petit peu la même chose. Donc j'ai eu envie. On voit le Jodel. Exactement, voilà, le Charlie Alpha, super avion. Donc ton premier avion, on est d'accord ? À part les machines, enfin le premier avion que tu as piloté donc. Ouais, c'est ça. Là, c'était vraiment. Mais c'est un avion, j'adore. C'est génial. C'est l'essence même du pilotage. T'as pas d'instrument, t'as rien. C'est juste un moteur, des ailes et ça vole, quoi. Et, c'est génial. Non, mais du coup, après, j'avais envie de me former à autre chose. Forcément, en faisant un peu d'aviation ancienne, j'allais sur les meetings aériens. Sur les meetings aériens, on voit des acrobaties. Donc, ça m'a toujours fait rêver. Et puis, il y a un ami, Elliot Meyer, que j'avais rencontré pendant cette période-là, qui était à Amiens Voltige, et il m'a dit de venir essayer. J'ai essayé, je suis devenu accro, quoi. Donc là, c'était, si on fait un peu chronologique, l'idée c'était pendant ton lycée, t'as pu continuer à voler sur des petits, avec ton LAPL. Et ça. Après, fin du lycée, début de tes études, t'as commencé la voltige ? Ouais, c'est ça, exactement, vers 18-19 ans. Et donc ton premier avion de voltige, c'est celui-là ? Exactement, c'est le CR100, donc c'est un avion français construit par Dina Aero, c'était je crois une des filières de Robin à l'époque. Avion de construction amateur, plus ou moins construit en usine quand même. C'est un avion, c'est un peu le successeur du Cap 10. Pour ceux qui ne connaissent pas le CR100, mais qui connaissent le Cap 10. Donc, c'est un avion en bois avec un longeron avec des semelles en carbone, je crois, et puis ça fait 180 chevaux. C'est assez génial, moi j'en fais toujours. Beaucoup commencent par la voltige comme ça, avec le CR100, c'est un des biplaces les plus répandus en aéroclub actuellement. Ouais, alors un petit peu moins aujourd'hui, par la contrainte des pièces notamment. T'as plus du Cap 10 parce que c'est un avion certifié, donc t'as des pièces qui peuvent se refabriquer. Mais c'est un avion, c'est les biplaces de 180 chevaux pour commencer la voltige, c'est l'idéal parce que t'as pas énormément de puissance, ça te force à être un petit peu fin au niveau de l'énergie, à savoir utiliser tes pieds aussi pour maintenir l'avion à l'horizontale, même quand t'es sur la tranche, etc. Donc
Donc c'est assez intéressant et c'est là-dessus que, on y reviendra, mais c'est là-dessus que je forme des nouveaux élèves en ce moment au sein d'Amiens Voltige. On y reviendra après sur comment est-ce que tu as basculé de l'autre côté en instruction. Mais du coup, vraiment, tu as eu directement mordu par la voltige. Ça te parlait vraiment quand tu étais en l'air. Tu as directement senti que tu voulais pas juste faire un petit vol de découverte, mais continuer et progresser. Ça t'a vraiment été mordu rapidement? Ouais, complètement, mais sur plein d'aspects. Déjà, tu as des sensations fortes qui sont quand même assez inouïes pour le corps humain et c'est quelque chose, en fait, c'est ta dose d'adrénaline, clairement, donc ça devient comme un petit peu... ton cerveau réclame ça comme une drogue, quoi, force. Donc tu as ça, tu as aussi le fait que j'ai senti, en fait, dès les premières leçons, si tu veux, que mon pilotage, il évoluait, mais vraiment, il s'améliorait nettement sur la tenue machine, la tenue des assiets, des altitudes, plein de choses. Et du coup, quand tu te sens progresser, que tu sens qu'en plus tu gagnes en sécurité, tu gagnes en confiance en toi quand tu es aux commandes, etc., forcément tu deviens accro. Et puis en plus, le mérite est aussi avec l'équipe pédagogique qui m'a formé, qui a su s'adapter à ma manière de voir la voltige et m'accompagner, en fait, jusqu'au monoplace comme ça. Donc là, ça fait un peu 2 fois où c'est vraiment, tu as saisi une occasion, du coup, que ce soit pour tout ce qui était machines anciennes, c'est vraiment, tu as passé un appel, tu as fait ton stage là-bas. Là, c'est tu rencontres quelqu'un et tu vas dans son aéroclub. C'était parce que tu es passé à Amiens, c'est ça c'est ça. Donc là, c'est juste via cet ami que tu connaissais et que tu t'es retrouvé là-bas, super accueilli, et tu t'es lancé comme ça. Exactement. Et en plus, la voltige, c'est du sport, donc il y a une population qui est un petit peu plus jeune en général que dans le commun des aéroclubs. Donc forcément, c'est aussi les premières vraies rencontres d'amis de mon âge, etc. Donc quand t'es jeune et que t'aimes bien le pilotage, etc., un club de voltige, c'est quand même génial là-dessus. Donc ça t'a tout de suite parlé. Donc là, on a parlé. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment ça se passe? Parce que c'est vrai que pour peut-être ceux qui nous écoutent, on sait un peu comment se passe une formation de pilote privé. On va faire des heures de vol avec instructeur. Au début, on fait des tours de piste. Au fur et à mesure, on fait des naves. Après, on fait des vols en solo. On refait des vols avec un instructeur. Enfin bref, comment ça se passe en voltige? Et les premiers vols, c'est quoi? C'est très court parce que t'es lessivé au bout de 10 minutes. Ou est-ce que c'est quoi? L'instructeur te montre, après tu fais. Comment ça se passe dans le CR100, comment ça se passait avec ton instructeur? Au tout début, maintenant que tu es aussi de l'autre côté, c'est assez intéressant. Moi, je réinvente pas en tant qu'instructeur, je fais exactement la même chose qu'on a fait auprès de moi à l'époque. On va dire que la première phase, si tu veux, c'est d'introduire des figures simples, c'est-à-dire des trajectoires simples et des rotations simples à l'élève, et d'apprendre un petit peu le volet sécurité. Donc on va dire que ça se décompose un petit peu en 2 parties pour la première phase de la formation. Ça va être un petit peu de voltige type Aresti, c'est-à-dire où tu fais vraiment des trajectoires codifiées, des rotations codifiées, et un petit peu du PRT. Comment on sort de vrille, comment on met en vrille correctement un avion, les petits dangers des décrochages dynamiques, des décrochages sur le dos, etc. Voilà, comprendre un petit peu ces 2 parties qui vont permettre, en fait, de construire la base qui fera que le voltigeur, par la suite, sera en sécurité quand il voltigera. Là, faut connaître son avion, parce que tu passes d'un avion d'aéroclub à un avion de voltige qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus maniable, qui a toutes ses contre. Il faut pouvoir, c'est bien gentil de le mettre dans des positions inusuelles, il faut aussi s'en sortir, il faut apprendre à maîtriser ce nouveau type de machine, quoi. Exactement. Donc, tu vois, toute cette phase-là, à faire des trajectoires simples, etc., ça te permet vraiment de prendre en main l'avion et de comprendre comment il fonctionne et t'habituer un petit peu. Ensuite, on introduit au fur et à mesure de plus en plus des figures différentes, jusqu'à faire tout le catalogue, en fait, du premier cycle. Et grâce à ça, en fait, une fois qu'il connaît pas mal de figures, notamment des figures qui permettent de faire demi-tour dans le box, ça te permet de faire des enchaînements. Et donc, plus ça avance ta formation voltige, plus le rythme des vols, le rythme physique, on va dire, dans les vols augmente. Et ça te permet aussi de développer une certaine accoutumance au facteur de charge pour ton corps. Et à la fin, en fait, tu commences concrètement, quand tu as un enchaînement de 10 figures, c'est un programme. Donc, tu commences à passer un programme, à savoir aussi te repérer dans le volume dans lequel tu dois faire la voltige, qui s'appelle le box. Et petit à petit, en fait, tu es à un cheveu de pouvoir faire une compétition une fois que tu as ce niveau-là. Et tout ça se décompose en vol, on va dire, entre 30 et 40 minutes maximum. Parce qu'après,
Après, t'es rincé, ton cerveau, exactement. il est au max de sa capacité. Ok. Donc là, c'est vraiment un peu par étapes. En fait, on construit quoi. D'abord, tu fais les figures tout seul dans ton coin, t'as le temps de te reposer entre deux. Après, t'en enchaînes deux et du coup, là, t'es déjà pas trop reposé. Et puis, au bout d'un moment, tu fais ton programme et tu te reposes au début et à la fin, quoi. Exactement. Et en général, le lâcher solo pour l'élève, il intervient, on va dire, quand on a fait à peu près tout le catalogue des figures Ok. et qui commence déjà à savoir faire un petit peu des petits enchaînements. Si on a le niveau de sécurité et le niveau technique attendu, c'est là où on va lâcher l'élève en général. Ok, alors je vais juste montrer à quoi ça ressemble parce que là on parlait un petit peu de catalogue, etc. Du coup, est-ce que tu peux. Alors j'en ai peut-être une qui est un petit peu plus zoomée. Parfait. Du coup, là, tu nous parlais un peu de catalogue Aresti, etc. Mais en fait, c'est très codifié. Du coup, la voltige, il y a des inclinaisons, il y a un nombre de tours, de boucles, un nombre de tonneaux, etc. C'est ultra codifié dans un catalogue qui s'appelle Aresti. Tu dis liste de figures, il y en a combien? Ça correspond un peu à quoi comme type de figure? Compliqué à dire combien Ouais, il y non, en mais a. juste. Parce qu'en fait, une figure, là on en voit sur l'écran, mais en fait, si tu regardes bien, c'est juste des combinaisons de trajectoires possibles et des combinaisons de rotation. Ouais. Donc, tu vois, tu fais toutes les combinaisons, il y en a énormément. Bon, à force de s'entraîner, tu sais à peu près comment les faire. Ouais. Mais en fait, ça se traduit par ce langage-là. Pour simplifier un petit peu, chaque figure commence par un point et finit par un tiret. Ok. Donc déjà, tu peux voir que par exemple, la figure 1, tu commences. Ouais. Alors, chaque figure aussi commence et se termine par un palier. Ok. Voilà. Faut être stabilisé. On fait pas de la voltige changée, faut commencer Exactement. stabilisé. Ok. Donc du coup, là, la 1, par exemple, tu commences par un palier, tu montes à 45 degrés d'assiette, et là, le demi-triangle, on va dire, c'est ce qu'on appelle un tonneau déclenché. Ok. Donc quand c'est un demi-triangle, ça veut dire que c'est un demi-tonneau déclenché, donc tu finis sur le dos. C'est pour ça qu'il y a des petits pointillés derrière. Okay. Donc plein, on est pas sur le dos et hop, on est à plat et en fait, par exemple, si tu regardes la figure 2, tu pars sur le ventre. Là, pour le coup, tu fais un tonneau complet déclenché. Ouais. En fait, après, tu vas venir pousser. C'est pour ça que c'est en pointillé aussi. Ça veut dire que tu es en écoulement négatif, en jet négatif. Bref, revenons à la figure 1. Une fois que tu es comme ça, à 45 degrés sur le dos, tu vas venir arrondir comme ça, remonter à 45 degrés de l'autre côté. Là, la flèche pleine, ça veut dire que c'est une révolution complète. Ok. Donc un tonneau, sauf que là il y a un petit 4, ça veut dire que tu le fais en 4 facettes, comme ça. On le décompose. Exactement. Donc voilà, ça c'est... C'était le petit côté jargon, mais c'est intéressant parce que tu dis, voilà, c'était le fait de dire, un élève, c'est une fois qu'il a connu toutes les figures, c'est un peu, dès qu'il a vu un peu toutes les positions dans lesquelles on peut se retrouver, et ce qui est un peu esthétique aussi. C'est de dire, bah voilà, tiens, on t'a montré tout ce qui peut être esthétique, tout ce qui va après composer tes programmes, et on te lâche une fois que t'as un peu globalement eu l'occasion de tout tester, quoi. Exactement. À savoir que ça, c'est déjà du second cycle. Donc c'est déjà pour des voltigeurs, on va dire, qui ont au moins un an de compétition derrière eux. Ok. Et là, en l'occurrence, les figures qui sont montrées, c'est des figures du championnat du monde, je crois. Non, tout comme. C'est des figures advanced. Ouais. Voilà, enchaîner tout ça dans... Ok. Donc c'est pas pour en biplace, on le fait pas, ça. Ok. Alors, tu parles d'advance, ça correspond à quoi exactement? Très bonne question. En fait, en voltige, on a 6 catégories sportives. C'est des catégories de niveau et pas d'âge. Donc, en fait, tu commences sur l'avion biplace sur lequel tu te formes. Donc, tu as 3 catégories en biplace. Tu commences par espoir, qui correspond à du premier cycle, c'est-à-dire des trajectoires simples et des rotations simples. Et la plupart du temps en G positif, quand tu es écrasé dans le siège. Ensuite, tu passes sur promotion, la catégorie promotion, qui intègre c'est du second cycle. Donc la même chose qu'en espoir, mais en commençant sur le dos, les figures, etc. On rehausse un petit peu le niveau de difficulté. Exactement, et niveau physique aussi. Et ensuite National 2, où là, tu es clairement aux limites de la machine. C'est-à-dire, alors tu vas pas casser la machine, mais justement, tu demandes... c'est des figures qui nécessitent de l'énergie, mais l'avion n'en a pas, donc il faut être très fin au niveau du pilotage. Et si tu te qualifies en sortant du N2, alors tu arrives sur les catégories monoplaces. Donc des monoplaces, c'est comme les Extra 330 de l'armée de l'air, par exemple, ou du Black Wolf, où là, c'est des Formule 1, on va dire, des airs. Et là, tu as 3 catégories aussi. Tu as Advance, Excellence, Elite. Donc voilà. Et les équipes de France, tu en as une en Advance et une en Elite.
Ok. Et du coup, on va pouvoir revenir un peu. Donc là, juste pour redire à tout le monde, quand on dit biplace, c'est vraiment la machine. On est bien quand on est en compétition, on est tout seul. Est-ce que tu peux revenir un peu donc sur ta première. Donc là, on a juste vu la formation, ta première compétition en biplace, du coup. C'était en 2020. En 2020. À Briard, la Coupe Nord. J'ai fini 2e, ce qui était un bon résultat. Et c'est pour ça aussi que j'ai continué. Hein. Quand ça se passe bien, forcément, ça te donne envie de continuer. C'était les championnats. Non, c'était une compétition. Coupe Nord. Coupe Nord, ouais, ok. Voilà. C'est pas. Ok. Et après, du coup, je suis allé au championnat de France et j'ai fait 2e aussi. Et le fun fact en 2020 à Briard, c'est que celui qui m'a battu, du coup, celui qui a fini premier, c'était Édouard Boisseau, avec qui j'étais en équipe de France cette année. On s'est rattrapé par la suite. Vous êtes retrouvés, vous étiez déjà vu pour ta première compétition, enfin ta deuxième compétition de voltige, et là, vous suivez. Et ensuite, j'ai fait du coup la catégorie promotion, j'ai fait en 2021. Donc à la Coupe Nord, je n'ai pas fait un super résultat, j'avais fait 7e, mais je m'étais qualifié quand même, parce que j'avais eu le score suffisant, donc il faut une moyenne de 7 sur 10 pour se qualifier. Championnat de France, j'ai fait 2e encore. Et ensuite, j'arrive en National 2, où j'ai fait premier à la Coupe Mudry, 2e à la Coupe Nord, mais avec un score insuffisant pour monter en monoplace. Et ça, c'était en 2022. Et du coup, à la fin de l'année, j'ai fait le championnat de France que j'ai gagné en biplace. Avec en plus le score qui va bien pour se qualifier pour monter en catégorie Advance. Donc en fait, en voltige, ça peut aller assez vite. La progression, tu as commencé. Très rapidement derrière, tu as enchaîné sur la compétition. Et tu as pu globalement chaque année gravir un échelon jusqu'au monoplace. Exactement, c'est là-dessus tu parlais de similitude avec Paul, mais Paul on a commencé avec un an de différence. Alors Paul Chéneau qu'on a déjà reçu dans l'émission, qui est aussi en équipe de France Advanced et aussi donc Black Wolf, on y reviendra après. C'est ça. Donc par exemple Paul et moi on a fait les 3 catégories biplace en 3 ans. Après par exemple Edouard qui m'avait battu du coup à Briard en espoir, lui il a réussi à faire tout en 2 ans. Donc ça peut aller vite. Après il y en a qui mettent beaucoup plus de temps et c'est pas grave. Ça dépend de chacun, bien sûr. Oui. Exactement, parce que ça dépend de l'investissement que tu es prêt à mettre aussi sur le moment, etc. Ça veut pas dire de toi que tu es meilleur pilote ou pas. Ça veut juste dire que tu t'es assez investi sur le moment pour monter. Et après, du coup, Advance, pour poursuivre, Advance 2024, du coup, c'était ma première année. En 2023, j'ai pris une tôle. 2024, c'était ma première année en équipe de France où j'avais fini 2e au championnat de France. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, j'avais été pris en équipe. Championnat d'Europe en Roumanie. Et là, 2025, du coup, chez Black Wolf sur Extra. Ok, ça, on va pouvoir revenir un peu dans les détails quand même de tout ça, parce que du coup, donc tu m'as dit donc 2022, tu passes en monoplace. Ouais. C'était quoi ton premier avion du coup? Comment ça se passe parce que là, donc, on est d'accord, tu étais aux limites de ce que tu pouvais faire avant. Donc là, pour évoluer, tu changes d'avion, tu passes en monoplace. Exactement. Je passe sur Cap 231 à Normandie-Camp Voltige, qui est cet avion-là. C'est un avion français aussi, Mudry. C'est un monoplace assez performant pour l'époque. Là, on change de catégorie, c'est-à-dire 300 chevaux, un taux de roulis quand même intéressant. Mais ça reste un petit peu une vieille Formule 1, quoi. C'est-à-dire que c'est un avion qui est intégralement en bois. On va prendre jusqu'à 8G maximum. Sinon après on abîme l'avion. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal, il faut s'y faire. Et puis voilà, c'est un taux de roulis. Il a une aérodynamique un petit peu particulière, donc depuis avec les ailes carbone, etc., on arrive à des performances un peu plus élevées. Mais c'était déjà un super avion, vraiment excellent. Enfin, j'ai adoré pour prendre en main un petit peu le niveau monoplace. Et d'ailleurs, ça ne m'a pas empêché, justement, en France, j'ai fait un meilleur résultat sur le 231 qu'en extra, parce que 231, je finis 2e en 2024, et là, l'extra, je finis 3e. Donc, ok, non mais voilà, ça va très bien pour la catégorie Advance, ouais. Et la marche entre le biplace et le monoplace, ça a trouvé ça comment? C'est quand même abyssal, hein. Moi, ça m'a surpris. C'est physique, c'est vraiment brutal. Ouais, en fait, et puis c'est surtout, tu finis l'année en National 2 où concrètement, tu te sens un peu plus fort que l'avion, dans le sens où physiquement, t'es rodé, dans le sens où c'est plutôt l'avion qui a pas assez d'énergie pour faire la figure que toi, tu vois. Et là, t'arrives en monoplace et mes premiers tours de 231,
Enfin, t'as l'impression d'être assis sur une fusée, quoi. T'as l'impression de devoir dompter un lion. C'est-à-dire, l'avion est plus fort que toi, il peut t'assommer en 2 secondes et t'y vas tout doucement. Bon, et puis, c'est un super souvenir, forcément, ça marque, les lâchers monoplace pour tous ceux qui ont pu y passer. Mais oui, la marche, elle est surtout physique parce que en entrée de figure, en biplace, t'es environ à 250 km/h. Là, tu vas monter à 350, facile. Et puis t'as plus de limite de facteur de charge dans le sens où en catégorie monoplace t'es pas pénalisé par le facteur de charge, donc ça va vite, tu prends vite des 8G, tu prends vite des moins 6, donc ça commence à devenir des amplitudes, tu vois, ça fait 14G d'amplitude, c'est plus que se prend un Rafale, quoi. Ouais. Donc ça commence à être vraiment physique. Puis voilà. Et d'ailleurs, pour se préparer, parce que donc là on a un peu l'impression que ça se fait pas tout seul. Pour se préparer, comment ça se passe avant d'être lâché en monoplace justement, et quand on va commencer à progresser, parce que même physiquement du coup faut apprendre à encaisser ces G. Comment ça se passe, l'accompagnement par les instructeurs, etc., pour arriver à être lâché sur cet avion Déjà, le plus dur, c'est de gagner la confiance de ceux qui vont te lâcher. Le monoplace, c'est principalement, on va dire en France et même dans le monde, c'est principalement des propriétaires privés. Ok. Donc, faut quand même donner confiance aux propriétaires dans la mesure où montrer que tu as assez de maturité pour prendre de la distance avec l'avion, montrer que tu vas pas faire n'importe quoi avec, et puis aussi que voilà, tu vas y aller crescendo. Et puis, tu es accompagné en général par des pilotes d'exception. Moi, c'était Jean-Max Vautier qui m'a lâché, qui était champion d'Europe avec cet avion-là en 2015. Ok. Et en fait, ça se passe très bien parce qu'en fait, on y va crescendo. Donc, en fait, au début, le premier tour en monoplace, je prenais les mêmes vitesses qu'avec un biplace pour pas trop, justement, prendre du facteur de charge. Prendre tes repères aussi avec ce qui était connu, quoi. Arriver à calquer le connu et après t'explores. C'est comme une enveloppe de vol, quoi. T'explores. Exactement. Ok. Et en fait, au fur et à mesure des vols, tu vas prendre des vitesses plus importantes, tu vas prendre des rayons un peu plus serrés, tu vas aller commencer à exploiter la machine au maximum de ses capacités. Et tu vas affiner ta technique, tu vas découvrir, parce que l'aérodynamique est quand même différente, donc tous tes gestes, toutes tes figures, faut retrouver le geste qui convient bien sur le nouvel avion. Et ça prend du temps, et c'est pour ça que 2023, pour moi, c'était une saison blanche, quoi. C'était une saison de prise en main de l'avion, okay. Pour justement arriver confiant en 2024. Quoi. Donc si je refais, 2022, tu fais un bon score en biplace, tu as ton ticket d'entrée en monoplace, tu découvres une structure, donc c'était à Caen, là, c'est ça, le ouais, Cap okay. Exactement. Donc à Caen, où tu as un monoplace, tu t'entraînes dessus, et c'est une saison sans compétition. Ouais, j'ai fait une compétition, mais clairement, j'ai fini avant-dernier ou quelque chose comme ça. Voilà, c'était pour tester l'avion. Okay. Du coup, là, on arrive à 2023. Alors, j'ai quand même une petite question là-dessus. Donc là, en parallèle de tes études, comment ça se passe ? Parce que du coup, t'es jeune, tu sortais du lycée, les études. Enfin, comment est-ce que tu arrives à mener cette activité voltige en parallèle de tes études ? C'était aménagé ? Comment t'as géré ça ? C'est exactement ce que t'as dit. Moi, du coup, je faisais mes études à l'UTC, l'Université de technologie de Compiègne, qui a d'université le nom, mais qui est avant tout une école d'ingénieurs. Du coup, on avait un cursus sport élite dans lequel j'ai pu rentrer. Et de ça, en fait, ça me permettait, si tu veux, de choisir un petit peu comment agencer mon emploi du temps. Donc, habitant Compiègne, Caen, c'est à 3h30 de route. Donc, en fait, je faisais en sorte d'avoir soit mon lundi de libre, soit mon vendredi de libre. Comme ça, je partais par exemple le jeudi soir, je faisais mes 3 heures de route, et puis comme ça, je m'entraînais le vendredi, le samedi, le dimanche, et je rentrais. Donc ça me faisait 3 jours d'entraînement de suite. Ok, tu rentabilisais le déplacement jusque là-bas. Après, de manière générale, c'est quand même une activité où tu peux pas, par exemple, comme là on est, sortir du boulot et puis aller te faire un tour de voltige. Ça s'improvise pas. L'avion, il y a de la logistique. Exactement. Okay. Donc c'est plutôt l'idéal, c'est vraiment sur une semaine complète de faire 2 vols par jour. Bon, moi j'ai pu faire ça sur des petits week-ends prolongés de 3 jours et c'était déjà pas mal. Ok, donc ça en parallèle de tes études, c'était pour t'arriver à mener les deux. Donc on a pu voir 2023, petite saison de transition. Et alors là, 2024, donc vraie première saison, on va dire, de compétition en monoplace. C'est ça. Ok,
Donc, qu'est-ce qui se passe pour toi en 2024 ? Dis-nous un peu ton année, comment ça s'est passé ? Déjà, j'ai commencé avec donc, le fait d'avoir participé à au moins une compétition en 2023 fait que la fédération, à l'issue de la saison, m'a proposé en 2024 de faire partie des stages fédéraux. C'est pas des stages équipe de France, mais c'est des stages qui sont quand même encadrés par la fédération, qui ont pour but de nous faire prendre en main nos machines, si tu veux. De nous faire progresser petit à petit sur des monoplaces. Donc j'ai pu en faire deux. Un premier à Pont-sur-Yonne coaché par Alexandre Le Boulanger. Et en l'occurrence, ces stages-là, c'est multicatégorie en monoplace. Donc tu vois, tu avais par exemple Fanny Vialard qui était en élite, qui était avec nous. Alexandre Le Boulanger qui était le coach, qui est un pilote élite. Mais tu vois, tu avais des pilotes excellence, des pilotes advance, etc. Mais voilà, du coup, j'ai tout autant appris par le coaching d'Alexandre que par les copains qui me donnaient plein de conseils. Ouais, tu étais bien entouré, quoi. C'est l'avantage de stage, c'est que tu as été repéré et du coup, la Fédé cherche un peu à titiller ce petit côté où on sent que ça va commencer à marcher pour en tirer le meilleur et voir jusqu'où ça peut aller, quoi. Exactement, c'est comme ça justement qu'ils arrivent à créer un vivier chaque année de pilotes. Deuxième stage, du coup, c'était à Blois avec Loïc Lovicourt, qui était celui qui m'avait formé en voltige en premier cycle. Donc, c'était assez rigolo. Et de ça, en fait, je sens que je suis pas mauvais, mais c'est très compliqué pour un pilote de voltige de savoir quel est son réel niveau avant d'aller en compétition. T'as pas de juge, t'as des entraîneurs, tu sens que tu progresses, mais c'est que ton ressenti et ceux de quelques personnes, quoi. C'est pas des juges qui ont vraiment un critère par rapport à d'autres gens, quoi. Non, c'est ça. Ouais. Et du coup, je me pointe au championnat de France à Albert en début juillet 2024. Et en fait, un peu la surprise générale, je fais deuxième au premier programme. Donc, sachant que les 3 premiers étaient pris en équipe de France, je commence à me dire, peut-être une petite carte à jouer. Tiens. Bon, au premier vol, je pensais pas trop à ça, mais plus la compétition avançait, plus je voyais que je gardais à peu près cette place-là. Et puis, à la fin de la compète, je finis deuxième. J'étais complètement outsider, mais d'un autre côté, ça faisait que j'avais pas trop de pression. J'avais rien à prouver quelque part. Et puis voilà. Et puis la réunion à l'issue de la compétition, on m'annonce que je pars au championnat d'Europe en Roumanie avec mon bon petit avion en bois. C'était un super souvenir et c'était le début de mes aventures en équipe de France. Est-ce que tu étais le seul Cap 231 de la compétition ? Dans ma catégorie, non, il y en avait un autre, un Italien. Mais effectivement, tout le monde était même là sur Extra. Beaucoup volaient déjà sur Extra. Et voilà, c'était comme tu dis, un outsider. Et c'était l'occasion de te tester en monoplace sur une compétition d'envergure. C'est ça, mais surtout de vivre l'aventure. J'ai toujours regardé tout ce qu'on fait de l'équipe de France avec beaucoup d'admiration, etc. Mais surtout, ce qui était un dénominateur commun chez eux, c'est quand ils te parlent de ces années-là, t'en parles avec des yeux qui pétillent encore, tellement c'est des bons souvenirs, etc. Et aujourd'hui, après avoir vécu notamment ce qu'on a vécu en Hongrie, mais même en Roumanie, je comprends totalement parce que c'est quand même extraordinaire. Tu pars, moi je suis parti en VFR, en Cap 231, en patrouille avec 3 avions à traverser l'Europe. Incroyable. Avec la carte, la montre, quand même un petit iPad au cas où, parce que tu passes par des coins bizarres. Mais c'était extraordinaire. L'aventure, elle est dingue. T'as jamais l'occasion de traverser l'Europe en VFR comme ça, à moins de faire du mûrissement, mais pas sur ces avions-là. Et un convoyage comme ça prend combien de stops ? Beaucoup, parce que justement, le Cap 231, son principal défaut, c'est qu'il n'a pas beaucoup de fuel. T'as 1 heure, enfin toutes les heures, tu te poses en gros. Donc, je sais plus, on a dû se poser 10 fois. Quelque chose comme ça, quoi. Enfin, c'est vraiment une aventure, quoi. Puis à chaque fois, tu dois refueler, tu dois choper une facture pour remettre de l'essence, etc., etc. Tout ça, des fois, avec des gens qui ne parlent pas anglais. Donc, c'était vraiment l'aventure. C'était sport. Ouais, c'était donc, mais du coup, c'est un peu un package. En fait, il y a le côté voler dans l'avion, mais ce côté, comme tu dis, les stages avec d'autres gens dont tu t'inspires pour progresser, se rendre sur des compétitions et voilà, parcourir l'Europe en VF. Enfin, c'est un peu un tout, quoi. Tout ça te plaît. Il n'y a pas de truc qui te déplaisait. Tout, c'était une ambiance globale qui te... Ouais, c'est ça. Et puis même l'ambiance d'équipe. Voilà, comme on voit sur la photo, le fait de représenter ton pays, quand même, c'est pas rien. Enfin, même si c'est un sport qui est pas très connu, ça fait toujours quelque chose quand même d'entendre la Marseillaise, tout ça. Enfin, c'est quand même des beaux moments et surtout, ça te fait grandir. Enfin, moi, ça m'a beaucoup servi pour cette année, tu vois, pour faire des meilleurs mondiaux, parce que là-bas, en l'occurrence, j'étais complètement à la rue
au championnat d'Europe. J'ai fait une contre-performance. J'étais pas prêt et techniquement, et physiquement, et mentalement, et tout ça. Mais par contre, j'ai beaucoup appris. Et ça, malgré le fait que j'ai fini 25e sur 28 pilotes, je peux t'assurer que c'est un super souvenir. Ouais, bah, c'était ta première compétition. Exactement. Aussi loin et vraiment te confronter. Tu dis que quand on est tout seul, on a du mal à jauger son niveau. Bon, bah là, au moins, on voit un petit peu la marche, même si c'est contre-performance. Il y a un peu d'autres gens et ça doit donner envie d'aller les titiller après, quoi. Exactement. Et puis, c'est surtout, t'es là pour. Enfin, c'est de la découverte, en fait. Tout est nouveau. Donc, tu vois parce qu'en France, à force, tu vois toujours les mêmes têtes, plus ou moins. Tu vois, je parlais d'Edouard, justement, on s'est suivi, Paul, on s'est suivi, etc. Donc, à la fin, tu vois toujours à peu près les mêmes. Là, tu arrives en compétition internationale, à part ton équipe de France, tu connais personne. Donc, tu noues aussi des nouveaux liens intéressants avec des pilotes étrangers et c'est quand même super, quoi. Donc, super souvenir de cette compétition. Et alors, il me semble, quand on a parlé ensemble, est-ce que tu peux me parler de la fin de ton année? Parce qu'il me semble que ça a été assez décisif. Ta dernière, je crois que c'est l'Aérofestival, c'était en 2024, du coup, dernière compétition de l'année. Ouais. Où ça a fait beaucoup de choses pour toi pour la suite. Donc, ouais, c'est ça. Du coup, après la contre-performance, c'était un petit peu. Il y avait encore une compétition qui existait en France, c'était l'Aérofestival à Villeneuve-sur-Lot. Super événement d'ailleurs. Au lieu de la voltige, du coup il y a beaucoup de choses de là-bas. Exactement, mais en fait l'Aérofestival c'est une compétition de voltige qui se finit par un meeting aérien. Donc c'est vraiment une fête de l'aviation, mais vraiment extraordinaire. Et en fait moi ça me tenait à cœur de faire la compétition, même si c'était une semaine après le retour de mes championnats d'Europe. Tout simplement pour regagner un petit peu confiance, etc. Et puis bon là c'était une compétition, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux. Mais je me suis rassuré parce que j'ai fait deuxième du coup derrière Sébastien Bourdillon et devant Sylvain Six qui nous a rejoint en groupe France cette année. Et ça m'a et surtout avec un score nettement plus honorable. Donc ça m'a rassuré. Ça m'a aussi j'ai confirmé quand même que j'avais un niveau intéressant. Et c'est à partir de là où, en fait, ça m'a permis d'arriver. Enfin, c'est un des éléments qui m'a permis d'arriver sur Black Wolf en 2025. Ok, donc c'est là où c'est un peu c'était une année charnière. 2023, tu apprends à découvrir le monoplace. 2024, première compétition, dont à l'international. Et là, à l'Aérofestival, tu découvres, c'est un petit peu ta porte d'entrée sur Black Wolf et donc l'extra. C'est ça, notamment parce que l'Aérofestival est organisé par Michael Brageau, donc qui est l'heureux propriétaire de l'extra Black Wolf. Donc ça m'a permis quand même de passer du temps avec lui, de le rencontrer réellement. Mika, c'est la personne qui est tout à gauche. Et en l'occurrence, il y avait déjà donc Maxime, la deuxième personne à gauche, et Paul, tout à droite, qui était avec moi en équipe de France 2024 et qui volait sur le Black Wolf. Oui, j'ai la 2024 aussi, peut-être. Ça, c'est la 2025. Ça, j'ai inversé. Ok. Ouais. Je rien dit. Ça, c'était à Châteaudun, c'était cette année. Ok, d'accord. Et en fait, Louis Vanel, qui est notre coach en équipe de France depuis 2024, était chez Black Wolf. Et c'est le coach des Black Wolf. Et moi, en 2024, je lui dis, écoute, voilà... on discute un petit peu de ma progression et de mon avenir et on en déduit tous les deux que ce serait quand même pas mal que je me trouve un avion carbone pour la suite. Et ce à quoi, au fur et à mesure, en fait, j'imaginais même pas être chez les Black Wolf. Mais en fait, j'ai tout simplement passé un coup de fil à Mika en mode au cas où, je lance une bouteille à la mer, s'il veut bien de moi. Et vu que je m'entendais bien avec tout le monde chez les Black Wolf, en fait, ça s'est fait de manière à peu près naturelle. On m'a super bien accueilli et je reçois un appel de Mika en décembre, quelque chose comme ça de l'année dernière, en mode bienvenue dans l'équipe, on te lâche au printemps. Et voilà. Et tu passes de ton avion en bois Cap 231 à un avion tout carbone, dernière génération, la Formule 1 des airs pour faire de la voltige. Surtout celui-là, c'est un... Le Black Wolf, il est mythique parce que là, ça peut paraître prétentieux aujourd'hui que je dis ça parce que je vole dessus, mais en fait, je l'ai tellement rêvé de voler sur cet avion-là que mon discours, il n'a pas changé. C'est un avion mythique parce que c'est un avion qui a gagné les championnats du monde. Et des avions civils qui gagnent, c'est assez rare. On connaît l'équipe de voltige de l'armée de l'air qui rafle tout.
Et là, en l'occurrence, il y a une année où ils n'ont pas raflé. Et en tant que pilote civil, ça me fait plaisir, même si je les apprécie. Enfin, je les adore, hein, les pilotes de l'EVA. Et l'année, en 2019, c'est Louis Vanel, du coup, notre coach, qui a gagné le championnat du monde avec cet avion-là. Donc il y a une vraie histoire c'est une équipe privée, donc voilà, hors militaire, qui est capable de gagner. Exactement, tu as une expertise énorme, tu as un avion qui marche du tonnerre grâce à toute la mise au point qu'a fait Mika Brajo dessus. Et du coup, clairement, c'est... Enfin, tu peux pas rêver mieux en tant que civil que de cet avion, je pense. Ok, donc là c'était vraiment un rêve qui s'accomplissait. Alors je pense avant qu'on parle de ta saison 2025 et qu'on pourra aller jusqu'au championnat du monde et qu'on se projette ensuite, est-ce que tu peux nous parler un peu des financements? Parce que donc là on a pu voir par exemple, tu fais ta saison 2024, d'un coup on te dit il faut aller à l'autre bout de l'Europe en avion, ça se finance comment? Ça fait beaucoup d'heures de vol, on sait que c'est des avions qui coûtent cher. Comment ça se passe en fait jusqu'à présent? Comment tu as réussi à financer? Donc on va parler sponsoring, ce genre de choses. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que ça s'est passé justement, pour toi? moi c'est full sponsor. Si tu me permets, je vais les citer. Bien sûr. En 2023, j'ai eu Vigo Bioénergie, BRM, Peps People, Action Type, Georges Rebello Assurance. Et tout ça, ça m'a permis de faire du monoplace. En 2024, j'avais les mêmes, mais avec Stikoya en plus, qui est un fabricant de colle industrielle, qui m'a notamment financé une grosse partie du championnat d'Europe. Ok. Et là, je parlerai des sponsors 2025 après, mais en gros, oui, moi, étant étudiant à l'UTC à cette époque-là, et puis voilà, j'ai pas vraiment de revenus qui me permettent de financer une saison en monoplace. Une saison en monoplace, c'est environ dans les 25 000 euros, quelque chose comme ça. Si tu donc là, 2023, tu montes en monoplace et il faut quand même sortir un gros billet pour pouvoir découvrir ces machines et pouvoir voler dessus suffisamment pour progresser, quoi. Exactement. Et bon, même si tu as un très bon travail de cadre, mais en tant que junior, enfin à notre âge, c'est quand même compliqué de sortir une telle somme tous les ans. Bien sûr. Donc moi, en l'occurrence, je n'avais même pas l'argent pour. Là, tu es encore étudiant, du coup. Là. Voilà. Exactement. Donc non, je dois énormément à mes sponsors, pas que ceux actuels, qui sont bien sûr excellents, mais aussi tous ceux qui m'ont accompagné, parce que c'est grâce à eux, en fait, que j'ai pu vivre un petit peu ce rêve-là, quoi. Ouais, donc brique après brique, voilà, il fallait ceux-là du début pour t'amener au niveau et après te faire repérer chez Black Wolf, etc. C'est tout sont construit pour t'amener après sur les compétitions où tu peux être maintenant. Exactement. Et du coup, forcément, là, cette année sur Extra, l'Extra, c'est quand même un avion qui coûte bien plus cher que le Cap 231 et c'est normal, la technologie est un petit peu supérieure et puis toute la maintenance, tous les coûts, etc. sont bien supérieurs. Donc forcément, fallait retrouver aussi des sponsors cette année. Okay. La différence, c'est que après, chaque équipe, chaque club a un peu son fonctionnement sur la facturation, etc. Mais là, chez les Black Wolf, en fait, c'était assez lisible. C'est-à-dire que autant à Caen, c'était génial. Enfin, je pouvais prévoir un nombre d'heures que je voulais m'entraîner. Et du coup, ça me donnait un budget. Ouais. Sauf que quand il faut rajouter 20 heures de convoyage pour faire les championnats d'Europe et voler là-bas, c'est un peu compliqué de le prévoir. Ouais. Chez Black Wolf, c'est un petit peu plus simple en termes pour prévoir un budget, parce que tout simplement, tu estimes à peu près le nombre d'heures et ça te donne tout de suite ton budget et c'est à peu près raccord en fait, parce que il y a pas mal d'aménagements qui sont mis. Okay. Donc même si c'est plus cher un petit peu, parce que c'est un avion plus performant, quelque part, le fait d'avoir pu, dès le début, intégrer la lisibilité du budget me permet de le prévoir justement pendant l'hiver, d'avoir le temps de démarcher les sponsors et surtout d'avoir tout de suite le bon niveau de proposition que je fais au bon prix. Si ton dossier sponsoring, il a directement le montant. Tu vas pas changer 20 fois ton Word en disant non, tiens, finalement, je me suis planté. Exactement. Et tu as des sponsors, tu te plantes sur ce que tu leur proposes en retour en fonction de la somme investie, etc. Exactement. C'était beaucoup plus simple, quoi. Ouais. Alors, quand même, à savoir un truc, c'est que c'est pas. Enfin, j'ai un peu menti quand je dis c'est full sponsor. La Fédération française aéronautique prend quand même en charge une grosse partie des frais. Okay. On est un petit peu défrayé sur les vols qu'on fait.
T'as une partie du carburant aussi qui est pris en charge. Dès qu'on est en équipe de France, si tu veux, tout ce qui est frais un peu annexes, c'est pris en charge par la fédération. La logistique, quand tu fais un stage d'une semaine, non seulement tu as l'entraîneur, mais aussi toute la logistique, ça va être côté fédé. C'est ça. Et ça incite du coup tout le monde à venir. Ça fait un frein en moins pour des pilotes qui seraient potentiellement performants, qui ne pourraient pas venir parce qu'il manque quelques sponsors ou autre, quoi. Exactement. Okay. Donc ça aide quand même pas mal dans... C'est un petit peu aussi au-delà de l'aventure, hein, mais c'est aussi pour ça que les stages Groupe France, c'est un petit peu convoité, etc., parce que tu sais aussi d'un point de vue financier que tu vas être un petit peu plus gagnant, mais surtout, enfin, l'aspect financier, c'est un point, mais c'est surtout en termes de qualité, justement, de coaching, etc. Forcément, dès que c'est organisé par la fédération, tu as vraiment la crème de la crème en entraîneur. Si je peux juste faire un écho, dans le chat, on nous demande quels sont les retours que veulent les sponsors quand ils viennent te financer. Quel type de retour? Ce qu'ils veulent, en fait, ça dépend vraiment de l'entreprise, de manière générale. Ça dépend aussi de sa stratégie marketing à l'entreprise. Parfois, ils attendent pas grand-chose. Ils attendent surtout que tu les intègres en fait dans ton projet, tu leur partages l'aventure, etc. Bon, c'est surtout valable pour tout le monde, ça, en l'occurrence. Et puis après, en fonction des besoins de l'entreprise, ça peut être un petit peu de communication sur les réseaux, ça peut être le fait justement de venir ici et d'en parler aussi, de les mettre en valeur. Ça peut être aussi des événements un petit peu plus privés, comme des conférences, comme des... En fait, ça dépend et c'est un petit peu à la tête, entre guillemets. C'est-à-dire que suivant les besoins de l'entreprise, on discute un petit peu avec l'équipe marketing ou alors les dirigeants et moi, j'essaye de répondre à leurs besoins, mais... On va pas se mentir, c'est quand même un sport qui a peu de visibilité. Donc en fait, l'envie principale de l'entreprise, c'est d'aider, en fait, tout simplement. C'est qu'en en fait, ils ont juste envie de m'aider. Et c'est pour du ça mécénat. C'est une sorte quasiment, de mécénat. Ouais, c'est quasiment ça. Mais c'est vraiment une volonté, voilà, d'aider un jeune à parcourir son rêve en voltige, quoi. Et donc c'est pour ça que j'en suis extrêmement reconnaissant envers toutes les entreprises qui m'ont aidé jusqu'à présent. Et je précise d'ailleurs, c'est pas que de l'apport financier, ça peut être de l'apport matériel, service, etc. aussi. Il y a tout ça qui rentre en compte. En fait, tout ce qui peut aider à améliorer les conditions pour performer ensuite. Parce que voilà, tout ça coûte cher. Donc tu disais un peu juste en termes d'ordre de grandeur, donc une saison c'était 25 000 €. Sur l'extra, c'est toujours vrai, ou du coup c'est beaucoup plus cher. C'était genre 25 000 €, c'est l'équivalent plutôt Cap 231, et sur l'extra, il faut démarcher encore plus, ou ça reste ces ordres de grandeur là sur une saison classique avec championnat du monde. Ça reste à peu près les mêmes ordres de grandeur. Après, tout dépend du volume d'entraînement, ouais, etc. Voilà, donc, et ça fait quand même, chaque année, tu peux pas. C'est pas en fonction de si la compétition est loin ou quoi. Globalement, chaque année, il faut quand même sortir ces enveloppes-là. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Donc, c'est pour ça que. Alors, ça veut pas dire que c'est pas parce que la voltige coûte cher qu'on peut pas trouver des solutions pour pouvoir la pratiquer. Hein, dans le sens où, moi, voilà, j'avais pas de revenus et mine de rien, pas d'argent, donc il fallait petit bout de chemin jusqu'en équipe de France et en équipe de il fallait trouver de l'argent. J'ai réussi à en trouver grâce à mes partenaires, mais ça veut juste dire que comme tous les sports mécaniques, tu as des frais quand même importants, et donc ça se prévoit, mais d'un autre côté c'est super intéressant parce que tu construis quasiment une démarche entrepreneuriale, et donc même d'un point de vue professionnel, on va dire, ça m'aidera beaucoup par la suite, je pense. Ouais, c'est un complément de tes études d'ingénieur. Voilà, c'est tes gestions de projet, exactement. C'est recherche de financement pour pouvoir pratiquer ton sport de haut niveau. Notamment parce qu'en études d'ingénieur, on t'apprend à répondre à un besoin, mais on t'apprend pas forcément à créer le besoin et à le vendre. Donc c'est l'esprit c'est startup, ça qui est intéressant. Ça, c'est l'école de commerce. Exactement. On balaye pas mal de sujets, donc on a pu voir un peu ton parcours, un peu ce qu'il y a aussi à côté. Donc début de la saison 2025, tu gardes tes sponsors. Donc là, Black Wolf, tu te projettes sur la saison, tu es en équipe de France, ou c'est déjà acté quand tu commences début 2025, ou c'est après les premières compétitions? Non, c'est après. En fait, l'équipe de France Advance, c'est 6 pilotes. Ouais. Sur les 6 pilotes, généralement, alors ça dépend des années, mais on va dire qu'en ce moment c'est à peu près stable. Tu as 3 pilotes qu'on appelle des titulaires, c'est-à-dire qui sont nommés dès le début de l'année. Okay. Là, en l'occurrence, sur la photo, c'est la 4e personne en partant de la gauche, la 5e et l'avant-dernière personne. Okay. Donc, dans l'ordre, Max, Paul et Mario qui étaient titulaires. Ok.
sur le résultat de l'année passée. Il y a une partie de titulaires et il y a une partie qui se décide dans l'année pour les championnats qui ont lieu en fin d'année. Parce que c'est un peu l'avantage, c'est que les championnats, que ce soit européens ou mondiaux, ils ont lieu sur la fin de la saison. Exactement. Et donc le début d'année permet de sélectionner, quoi. Ouais. Exactement. Et en général, la sélection, elle se fait sur la compétition la plus importante au niveau national, à savoir le championnat de France. Ouais. Et donc, tout simplement, Edouard, qui est la deuxième personne en partant de la gauche, moi et Margot tout à droite, c'est ni plus ni moins que les 3 meilleurs pilotes au classement du championnat de France, en dehors des titulaires. Donc en fait, ça se fait à peu près comme ça, la sélection. Bien sûr, tu as des critères de savoir-vivre, etc. Mais ça concerne la direction technique nationale et puis le coach. Mais c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Donc 2025, du coup, j'étais pas titulaire. Ouais. Ça veut dire que concrètement, je sais pas si j'irai au championnat du monde. T'as un avion à prendre en main et cette incertitude sur la fin de saison, mais en tout cas, il faut faire du mieux possible avec la prise en main plus les premières compétitions, quoi. C'est ça. Et en l'occurrence, début d'année, j'avais pas beaucoup de budget en plus pour voler. Ouais. Donc je commence quand même à voler, etc. à Moulins. C'est là où on s'entraîne pas mal avec les Black Wolf. Et puis concrètement, je crame tout mon budget avant le championnat de France pour essayer d'avoir le plus haut niveau possible au championnat de France et de pouvoir aller aux mondiaux. C'est l'extra, ça coûte cher, mais tant pis, il faut que je progresse. C'est le moment de mettre vraiment tout sur la table pour battre le fer tant qu'il est chaud et progresser sur cet avion, quoi. Exactement. Et puis je sors d'une saison où j'ai goûté à l'équipe de France. J'arrive dans la meilleure équipe civile au monde. Donc clairement, s'il y avait une année pour mettre tout sur la table, c'était à ce moment-là. Ouais. Ce qui n'est pas une stratégie très raisonnable quand on parle à tes parents ou quoi. Mais tant pis, une fois que c'est lancé. À fond et rien d'autre. Et du coup, j'ai fait un bon résultat, donc 3e au championnat de France derrière Paul Chenot et Margot Tahar. Et ça m'a réouvert les portes de l'équipe de France. Et donc forcément, c'est un petit peu plus facile à marketer quand tu dis que tu vas au championnat du monde que juste que tu vas faire un championnat de France. Ouais. Là, en l'occurrence, tu as une belle aventure à vendre, justement. Il y a une histoire, il faut réussir à vendre une histoire des sponsors, et là, tu avais l'histoire, quoi. Exactement, j'avais la belle histoire, donc j'ai pu obtenir notamment, donc je vais les citer tous mes sponsors en 2025, j'ai Georges Rebello Assurance qui me suit depuis le National 2, c'est vos sponsors le plus fidèle, et franchement, je les embrasse parce qu'ils sont adorables de croire en moi depuis aussi longtemps. Vigo Bioénergie depuis 2023, c'est pareil, ils sont toujours avec moi. Peps People et Action Type, c'est mon préparateur mental, mais ils me suivent aussi depuis 2022. Et là, cette année, j'ai signé avec Alten, qui est du coup l'entreprise de consulting en ingénierie assez connue du CAC 40, ouais. Et qui me soutiennent beaucoup en l'occurrence. Donc vraiment, c'est une grande chance parce que j'ai pu intégrer du coup la team Alten et en fait, ils sont en plus, au-delà du soutien financier, bien sûr, qui est évident, mais c'est surtout, ils s'intéressent. Ils sont implantés énormément dans l'aéronautique, dans l'ingénierie aéronautique. Ça leur parle, en fait, comme sponsoring. Exactement. Ils sont au Salon du Bourget tous les 2 ans. Ils sont quand même fanats d'aéronautique, fanats de tout ce qui peut permettre de représenter la France à l'international. Donc là, en l'occurrence, avec l'équipe de France, et en plus que ce soit de l'aéronautique, ça leur parle. Et franchement, on échange assez souvent, quoi. Ils sont assez fanats, donc franchement, c'est vraiment super. C'est une grande chance de les avoir. Et du coup, ils m'ont clairement aidé à pouvoir m'entraîner et faire des beaux championnats du monde, quoi. Okay. Le côté jeune, ça doit jouer aussi parce qu'Alten recrute beaucoup de jeunes ingénieurs. Ça a dû des choses que tu as réussi à leur faire mettre en avant. Je pense que objectivement, il y a le côté bien sûr de l'âge, sans faire du jeunisme idiot, mais bon, voilà, tu véhicules. T'as l'histoire à raconter qui va avec aussi, voilà. T'as l'histoire à raconter. Ça veut dire aussi que t'as du potentiel encore devant toi en tant que voltigeur. Après, il y a le côté ingénieur aussi, forcément, ouais. Parce que concrètement, tous mes camarades de classe à l'UTC, c'est leur cible d'un point de vue recrutement. Moi-même, je pense que j'ai un profil un petit peu compatible à ce genre d'entreprise. C'est un tout, voilà, vous êtes trouvés et ça faisait vraiment, ça t'a permis, du coup, c'est ce qui t'a permis d'aller au championnat du monde. Du coup. Exactement. Sans ça, t'étais peut-être un peu ric-rac, mais là, d'un coup, Alten arrive. On peut le dire, j'étais quand même bien ric-rac, ouais. C'était un peu compliqué, mais grâce à ça, ça a pu le faire. Okay. Donc on met des petites vidéos en parallèle comme ça, on voit la voltige, que ce soit de l'aile, depuis le cockpit. Complètement. Là, du coup, c'est les 3 figures qu'on avait vues au tout début du live. C'est celle que je suis en train d'effectuer. C'était un stage à Rochefort sur la base aérienne de l'armée de terre.
Donc là, on peut voir, le facteur de charge, ça pique un petit peu. Des fois, Ouais. ça donne pas des super têtes. Là, du coup, c'est un tonneau 4 facettes sous 45 degrés. Après, du coup, je me remets en palier. C'est la fin de la figure. Derrière, ça va être un tonneau déclenché. Donc, décrochage dynamique et de la dissymétrie. Et ça fait tourner l'avion. Et ensuite, là, full G négatif à moins 6G à peu près. Ok. Et un 4 facettes enfin 4 x 8, on appelle Le ça. tonneau allait aux 4 facettes dont tu parlais. Voilà, là c'était 4 facettes de 8, Ouais. regarde, 4 x 45 degrés. Et puis après, là c'est un demi-tonneau vertical qui est un petit peu dépassé, mais on le dira pas. Et puis après, Trop tard, c'est enregistré. exactement, descente à 45 degrés. Et là, ça va être encore un tonneau déclenché. Donc voilà, c'est pour voir un petit peu le rythme et puis la manière dont ça tourne quand même en roulis. Voilà, c'est quand même pas un Piper Cub, même si j'adore le Piper Cub, c'est pas tout à fait le même taux de roulis. T'as puis pas on essayé de sort faire la que même c'est chose en physique. Piper Cub Alors non, j'essaierai pas parce que concrètement, je tiens à ma vie. Mais, mais après, je prends tout autant de plaisir en Piper Cub qu'en extra, hein, quasiment. J'adore aussi cet avion. Donc, c'est juste, c'est pas fait pour la même chose. C'est de différents. Et ben on commence à avoir abordé pas mal de sujets. L'heure avance, alors j'aimerais quand même qu'on revienne sur un des aspects ultra importants de la voltige, qui est la préparation mentale, parce que donc là, c'est plutôt pas mal. Donc un bon résultat au championnat de France, tu te sélectionnes en équipe de France et tu sais que tu vas aller aux mondiaux. Mais bon, faut quand même réussir à se préparer mentalement. Comment ça se passe de ton côté? Est-ce que tu t'es fait entourer? Est-ce que c'est avec les entraîneurs? Est-ce que tu as une personne en plus? Voilà, comment ça se passe? Il y a deux choses cette année. La première, c'est du coup depuis 2022, j'ai Philippe Poussin, qui est un préparateur mental qui me suit, avec qui, vu qu'on travaille depuis longtemps ensemble, si tu veux, il me connaît par cœur. J'ai cette bonne relation de confiance avec lui. Donc aussi, je peux être vraiment... On a tous un petit peu des choses qu'on aime montrer, des choses qu'on n'aime pas montrer. Et dans le sport... Quand tu es sous stress, etc., des fois, tu as une version de toi-même que tu n'aimes pas trop voir. Les mauvais côtés qui ressortent et ça parasite la performance, donc faut éviter. Sauf quand tu as confiance avec la personne en face, tu sais que tu peux être vraiment la pire version de toi-même, il ne te jugera pas. Et justement, il va te donner les clés via la discussion, via aussi comment il te connaît d'un point de vue psychomoteur, on va dire, de pouvoir... te ramener un petit peu dans cet état où justement tu es à l'aise, tu te sens bien et tu arrives à prendre du plaisir en vol et du coup à être bon forcément. Parce que plus tu prends du plaisir, plus en général t'es plutôt pas mal. Faut voler relâcher. Exactement. Et en plus de ça, je rajouterais, je fais un petit hommage à mon coach Louis Vanel, c'est que Louis Vanel est très très au courant de tout ce qui est préparation mentale, etc. D'ailleurs, c'est pas anodin si cette année on a fait des super résultats aux mondiaux. C'est que vraiment, même si c'est un coach qui, on pourrait croire, est très porté sur l'aspect technique, le simple fait qu'il soit très au courant de ces sujets-là, ça me permet avec lui d'échanger depuis le début de la saison, de lui avoir débriefé pourquoi aussi mentalement l'année dernière j'étais pas prêt et qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise entre guillemets. Et en fait de construire cette confiance, cette gestion entre guillemets de ces états. Et là où c'est important l'aspect mental, c'est que dans n'importe quel sport, le jour J, il faut être bon. Et la voltige, c'est assez cruel là-dessus. C'est un sport très particulier parce que tu t'entraînes toute une saison et tu mets un budget monstrueux sur la table pendant toute la saison pour que réellement, si tu prends le championnat du monde, ça a été 3 vols de 10 minutes. Ouais. Tu joues toute ta saison sur 30 minutes. C'est très court. Sur 10 minutes de vol, tu vas faire 14 figures. Il suffit qu'il y en ait une qui soit où tu te trompes, tu prennes un 0, c'est bye-bye. Ciao, tes championnats, et là, t'oublies tout classement. Tu sors des prétendants, quoi. Donc, ça veut dire que être bon le jour J sur un temps aussi court et sur vraiment le moment, c'est pas facile. Et je pense que ça s'apprend d'année en année, etc. Je progresse, mais je suis pas encore un monstre là-dedans. Et c'est l'aspect le plus difficile. Et du coup, la préparation mentale, forcément, elle est ultra importante le jour J. Okay. Du moins d'avoir des clés. Si je fais un parallèle pour ceux qui jouent au tennis, j'ai déjà fait à l'époque des matchs et même
Ouais, des matchs où, dans un sens comme dans l'autre, mettons, je gagnais 6-0, 5-0 contre un adversaire, on fait un point un peu accroché où Pardon. On fait un point un peu accroché où, je sais pas, il me sort un coup sorti d'ailleurs, etc. Mon niveau de confiance d'un coup baisse et je m'effondre et puis je perds le match, quoi. Ouais. Donc en fait, des fois, ça joue même pas sur la technique, ça joue juste sur comment tu es dans ta tête, si t'oses. Voilà, au tennis, par exemple, des fois, faut jouer relâché, faut oser envoyer les coups. C'est un peu pareil en voltige, quand on voit l'explosivité dans les commandes qu'il faut avoir, si t'as un peu la main qui tremble ou t'hésites, c'est fini, tu vas faire des erreurs. Donc ça, c'est quand même très très particulier. Et ça s'invente pas, il faut se faire accompagner. Ou... Après, il y en a qui sont très forts sans préparateur mental. Hein. Mais toi, tu as eu les deux aspects du coup. Une personne vraiment spéciale prépa mentale et aussi Louis Vanel qui fait à la fois coach technique et cet aspect-là aussi un petit peu. Là, ça te permet d'être vraiment bien armé sur de ce point de vue-là. Je pense, oui. Après. Ça fait pas tout, hein, mais en tout cas, tu mets des chances de ton côté et tu essayes de balayer tous les aspects de la performance. C'est exactement ça. On commence à avoir pas mal vu. Donc on arrive donc à tes championnats du monde. Donc on en a parlé un petit peu au début. Alors si tu peux nous dire donc 3 programmes de 10 minutes. Les 3 se sont bien passés. Non, il y a eu un avec un petit souci, c'est ça. Mais dans l'ensemble, t'es quand même content de ce qui s'est passé à ces championnats. Oui. Pardon. Complètement. En fait, le jour de la compétition, comme dans tous les sports, tu peux avoir des petits aléas. Ouais. Ça fait partie du sport, faut savoir dealer avec, d'où l'aspect être fort mentalement. Premier vol, je passe en 2e, donc c'est pas vraiment une position privilégiée parce que c'est le début de la compétition. J'adore les juges, mais ils sont pas forcément tous au même niveau de calibration, etc. Et puis t'as pas les informations de vent ni rien. Enfin, t'as pas un de tes coéquipiers qui est allé voler et qui a dit fais gaffe, le vent il pousse comme ça, comme ça. Donc, livré à toi-même, quoi. Voilà, t'es livré à toi-même. Un peu le stress de passer dans les débuts. Donc j'ai fait un premier vol, on va dire correct. J'ai fini 10e sur le vol. J'attendais un petit peu mieux, mais voilà. Mais c'était le programme connu, du coup. Et ensuite, c'était des programmes inconnus. Où là, on se pose des figures. Chaque nation pose une figure et tu dois construire un programme avec. Ouais. Donc, c'est des programmes beaucoup plus durs techniquement, etc. Et sur le 2e programme, en fait, tout simplement, je me fais une petite blessure à la jambe musculaire. Donc, j'ai pas très bien fini le programme. Okay. En fait, c'était à la 2e figure que je me blesse. Et à la 6e figure, c'est ce qu'on appelle une figure de recadrage. C'est-à-dire une figure qui ne vaut pas beaucoup de points, mais qui te permet de bien te repositionner. Ouais. Par contre, la figure en question, c'est à un moment donné, tu as une trajectoire où tu passes une trajectoire vers le bas en piqué, donc plein badin, pleine vitesse, hop, tu remontes comme ça. Donc, tu prends quand même 8G dans ces eaux-là. Puis tu as déjà 6-7 minutes de programme parce que c'est sur la fin, c'est sur la fin de ton... Ouais, voilà, donc ça tire un peu déjà. T'es déjà chaud. Et en fait, le simple fait d'avoir une petite gêne musculaire fait que ma concentration... je me suis tunnelisé là-dessus, comme on dit en aéronautique. Et du coup, tout ce qui était manœuvre antigée, c'est-à-dire serrer les abdos... c'est-à-dire avoir une respiration qui te permet de contrer un peu le facteur de charge, j'ai pas du tout pensé. Ouais. Donc du coup, arrivé là, hop, il n'y avait plus personne dans l'avion. Le cerveau déconnecté. C'est ça. Alors j'ai pas non plus eu un blackout, un voile noir, mais on était... j'avais plus trop de conscience de la situation, on va dire. Donc je suis sorti du mauvais sens, donc 0 à la figure, plus une pénalité d'interruption. Et c'est là où j'ai dit bye-bye à revenir dans les places du haut, on va dire. J'étais déjà loin de la première place, mais j'aurais pu gratter un peu. Et puis, dernier programme, on va dire, je fais un vol correct. On va dire petit bras, comme on dit, c'est-à-dire... T'as assuré le coup J'ai assuré le coup, je voulais juste marquer les points importants. Parce qu'il y a un peu cette dimension-là aussi, c'est que t'es en équipe de France, ton but, c'est de marquer des points pour l'équipe. Le titre individuel, c'est d'accord, ça nous intéresse tous. En fait, ce qui compte, c'est quand même faire gagner ton pays. Puis montrer qu'il y a un tout, et que exactement. L'équipe est donc, nation en force. Moi, même si j'ai fini le 5e pilote français sur 6, en l'occurrence, mon rôle, c'était d'assurer le coup, de mettre les points qu'il faut pour que
même s'il y en a un devant, en l'occurrence là 2 devant, qui se gourre, je suis là, quoi. Les points, ils sont mis et la nation gagne. Donc voler un peu assuré, mais au final c'était quand même ce qu'il fallait faire, quoi. Et pour tes premiers mondiaux. Bah écoute, c'est donc voilà, là on a réussi. Alors qu'est-ce qu'on donc en parallèle, donc on en a un petit peu parlé, donc tu fais aussi de l'instruction. Donc là c'est pas seulement juste voler, tu transmets aussi à d'autres élèves. Donc ça tu vas le continuer encore sur les années à venir. Donc tu vas commencer complètement, j'adore ça, moi. C'est là tu transmets et c'est le côté structure, aéroclub, enfin voilà, tu arrives à transmettre aussi cette passion et c'est ton sport, quoi. Peut-être que les viewers ont pu le voir, mais je suis un peu bavard. Et donc, mine de rien, l'instruction, ça me permet d'être bavard, mais avec un objectif, c'est-à-dire de dire des trucs intéressants pour faire progresser les élèves. Et c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que du coup, on en parlait un petit peu, mais je suis un peu un pilote plutôt qui marche à l'instinct, en fait. Je suis pas très réfléchi comme pilote, on va dire. Tu vas vite passer du petit schéma Aresti à comment ça se passe, et une fois que t'es en l'air, tu vois vite comment ça se fait et tu le fais. T'arrives pas à mettre des mots sur tout, mais ça le fait, quoi. Exactement, c'est ça. Bon, il y a quand même un peu de réflexion, hein, tu vois, je maîtrise les vitesses, les altitudes d'entrée, etc. Mais sur exactement ce que je fais comme geste dans l'avion, je suis pas forcément capable de te le dire. Ok. Dans le sens où il me faut une GoPro ou un truc comme ça pour que je puisse vraiment m'auto-analyser. Par contre, du coup, quand je fais de l'instruction et que je dois expliquer comment faire la figure à un élève, en fait, ça me force, moi déjà en tant que pilote, ça me force à m'auto-analyser sur comment je réalise le geste. Ouais. L'aspect intéressant aussi, c'est des fois le geste il est un petit peu compliqué, il faut s'adapter un petit peu au niveau de l'élève. Donc en fait, c'est comment je fais en sorte qu'à terme il ait ce geste-là, comment je le décompose par plein de petits trucs simples qu'il apprend à faire et qui, une fois assemblé avec l'expérience et tout en même temps, ça donnera le bon résultat. Ça fait le cocktail gagnant, quoi. Faut mettre tous les petits ingrédients et après c'est bon. C'est ça. Et donc et aussi, moi, ce que j'adore, c'est qu'à Amiens, du coup, c'est un club, c'est concrètement le meilleur club formateur en France. Hein. Ils sont, en 7 ans, ils sont champions de France biplace par équipe depuis 5 fois, ou je ne sais plus combien de fois consécutives. Donc, tu as une vraie formation très qualitative. Et puis, surtout, tu as du monde. Tu as beaucoup d'élèves. On doit être une quinzaine entre... je ne m'inclus dedans, même si je suis instructeur, mais en termes de moyenne d'âge, tu vois, on doit être une quinzaine d'élèves. Ouais. Élèves, pilotes, etc., instructeurs confondus. On doit être 15 entre 20 et 33 ans, quoi. Ok, donc vraiment une équipe super jeune. Voilà, c'est une super ambiance, etc. Donc c'est forcément là-dedans, quand t'apprends jeune quelque chose, ça te permet aussi de dénicher des potentiels. Et moi, c'est ce que j'adore aussi. C'est-à-dire ceux qui montrent une belle progression, etc., commencer à leur parler un petit peu même de compétition, voilà. Essayer de faire la petite graine, quoi. Ça se trouve, ils ont envie de faire un faux aussi ce potentiel et tout ça. J'en ai un là, mon premier élève en voltige, François, il a fait sa première compétition là, au championnat de France biplace. Il a gagné en catégorie espoir. Donc tu vois, c'est aussi une énorme fierté. Derrière, carrément. Parce que tu te dis, ça veut dire... Alors, je suis pas tout seul comme instructeur. Il y a aussi, je fais partie d'une équipe pédagogique assez large. Mais on va dire que c'est celui avec qui j'ai volé le plus. Et c'est une vraie fierté quand tu vois le score. Parce qu'en fait, ça valide aussi le travail que tu as fait. Bien sûr. Et la manière dont tu lui as amené les choses. Après, on va pas se mentir, François, c'est un pilote professionnel, beaucoup d'expérience, instructeur aussi. Donc clairement, c'est pas le profil le plus compliqué. Il y avait déjà un terreau fertile, mais quand même, arrivé, comme exactement. Tu dis, à bien décomposer. Et donc, même si ça t'aide après dans ta performance, c'est génial. Le côté, pour ton sport, c'est bien, ça t'aide aussi toi. C'est le côté associatif, c'est le côté transmettre à d'autres. Donc, c'est génial de pouvoir faire ça en parallèle. Complètement. Et c'est très enrichissant. Les élèves te le rendent bien par leur énergie, par l'humeur, par déjà, mine de rien, le côté très... l'énergie positive, tu vois, ils sont contents de voler, ils sont contents d'apprendre des choses et ils sont contents de qu'on partage un moment ensemble. Je veux dire, tu es dans un cockpit, ce qui se passe dans le cockpit, c'est un moment assez privilégié pour les deux. Donc il y a des beaux vols que j'ai pu faire avec plein d'élèves et qui étaient vraiment sympas. Et en l'occurrence, après, tu vas te faire un resto ensemble ou tu discutes à l'aéroclub et tout. C'était vraiment des moments de vie très très sympas. Et en fait, même quand j'étais à Caen je suis instructeur que depuis 6 mois. Donc même quand j'étais pas instructeur, je venais toujours à Amiens.
parce que j'adore l'ambiance. C'est là où tu as commencé à apprendre. Exactement. Bah là, typiquement, c'est 2 élèves que j'ai lâchés cet été. Pour être précis, je les ai même lâchés avec Fanny Vialard, donc, qui est membre de l'équipe de France Élite, qui est une grande voltigeuse. Et elle était venue cette journée-là, et c'était assez sympa parce que du coup, quand ils ont été lâchés, celle qui était à la radio, donc on se partageait le micro, etc. Mais c'était quelqu'un de l'équipe de France Élite qui faisait ça. Donc je pense qu'ils en ont un bon souvenir. Et puis en plus, c'est 2 gars super. C'est Tom et Alexis. C'est deux pilotes très bons avec beaucoup de potentiel et puis qui sont motivés. Donc voilà, moi je vais tout faire pour leur apporter entre guillemets, pour les pousser un petit peu. Eh ben écoute, on arrive sur la fin de l'interview. Merci beaucoup Adrien pour tout ce que tu nous as dit. Donc là, si on se projette juste pour conclure l'interview sur ce qui va se passer donc l'année prochaine. Donc là, c'est l'hiver, c'est la pause trêve hivernale, il se passe rien. Tu vas pas voler et donc là tu vas reprendre ta saison encore avec Black Wolf l'année prochaine et l'idée c'est de refaire les championnats, essayer d'être en équipe de voltige de France, etc. Exactement. Concrètement, en ayant fait top 8 du coup au championnat du monde. Bon, je m'imagine quelques ambitions sérieuses pour le championnat d'Europe 2026. Ok, déjà. C'est ce qui est l'objectif. Voilà. Exactement. Donc ça, ce sera l'objectif principal. D'une manière ou d'une autre, je ferai en sorte d'y aller. Soit j'aurai la chance d'être titulaire, soit je retournerai au championnat de France. Dans tous les cas, je comptais le faire. Donc le process classique. Au championnat de France, gagner ma place. Ton objectif, c'est représenter la France en équipe advanced l'année prochaine au championnat. Qui auront lieu où l'année prochaine? On ne sait pas encore. Il y a de fortes chances que ce soit en Roumanie encore. Ok. Mais il n'y a rien d'officiel, donc pour le moment, on ne sait pas trop. Okay. Puis tu vas continuer du coup à te perfectionner sur l'extra de Black Wolf avec Louis. Enfin voilà, tu vas continuer. J'espère, là-bas. Oui, on va en discuter, mais a priori, en tout cas, j'espère que Mika sera encore d'accord pour que je fasse partie de l'équipe et continuer sur la lancée et de continuer sur ce super avion, dans cette super équipe avec le coach, etc. et tous mes copains. Donc a priori, oui. Et puis après, à voir comment ça va s'organiser. Mais bon, globalement, là, c'est la trêve hivernale. C'est le moment aussi de penser un peu à sa carrière professionnelle. Parce que là, du coup, tu as fini tes études. L'idée, c'est aussi de voir vraiment comment tu construis ta vie, voltige, plus un métier, plus tout ça. Voilà, exactement. C'est le moment des grands enjeux. Exactement. Donc, c'est pas plus mal aussi de faire une petite pause dans la voltige pour réfléchir à tout ça. Et puis après, oui, au printemps, on va reprendre tranquillement l'entraînement. Et puis voilà, ce sera pas mal. Et on suivra tout ça donc sur tes réseaux, entre autres t'es pas mal actif du coup Pilot Adrien, pilote Adrien. pilot.adrien. Voilà, on suivra tout ça. Ça va une dernière question du chat, est-ce que le 231 te manque? J'aimerais beaucoup en refaire un tour. Ok. Me manquer pour la saison, etc. Faut avouer que l'extra j'aime beaucoup aussi et voilà. Mais le 231 est un super avion et franchement je donnerais beaucoup pour pouvoir en refaire un tour parce que c'est vraiment un super avion. Et en plus, à Caen, c'est des gens vraiment sympas, etc. Donc, ce serait avec plaisir d'y retourner et de faire un tour de Sierra Lima. Ok. Mais écoute, Adrien, merci pour la merci beaucoup, c'était super. Elle est de qui la question au cas où? Au cas où, c'est peut-être un certain Thomas. Je veux pas balancer. Thomas. D'accord, ok. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. On a pu vraiment balayer toute ta carrière, où tu en es, aussi comment tu vas te projeter, l'activité aussi d'instructeur. Ça va me tenir à cœur d'en parler parce que c'est super intéressant. Merci pour tout. De rien. C'est quoi la suite du programme, Alexandre? Bonne question, c'est à toi de me le dire, Antoine. Est-ce qu'on ferait pas un peu de simulateur? On lance tout de suite le simulateur, on lance les offensifs. Allez. C'est simple, Adrien. On a lancé depuis la 2e saison de l'émission le challenge d'atterrissage sur simulateur de vol. Qu'est-ce que c'est? C'est que tu vas arriver, alors comme ce qu'on peut voir à l'écran, ça va arriver, tout simplement un DR400 qui va arriver en base pour une approche sur Courchevel. Okay. Donc DR400 100 chevaux, pas beaucoup motorisé donc il faut faire attention. Surtout en montagne. Exactement. Et Courchevel, c'est pas forcément la piste la plus simple. Je sais pas si tu as déjà fait du vol en montagne. Non, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, mais on peut pas tout faire. Mais c'est ouais. Écoute, ça va le faire. L'objectif, c'est de se poser. Il y aura un marquage bleu sur la piste
En fait, il va falloir se poser le plus proche de ce marquage bleu et de manière la plus douce possible. Alors, est-ce que Antoine, tu peux appuyer sur l'échappe, la touche échappe? Merci. Je te relance le défi tout de suite comme J'ai ça. mis le son normalement. Tu vas pouvoir t'essayer à ce défi d'atterrissage. Ok. Et l'objectif d'être le plus doux sur l'atterrissage et le plus proche du marquage bleu, c'est Alors. comme ça qu'on va marquer les points. Alors, je peux te le gérer si tu veux. Oh, je crois que la mixture elle doit être coupée. Ouais. On va remettre un coup. Je sais pas du tout où Un est coup le de terrain. clé, je vais te guider là-dessus. C'est bon, les moteurs sont repartis. Alors, le terrain est juste sur ta droite. Alors, si tu vois, la piste ouais, est ok. juste là. Ça roule. Bah, tu peux me remettre en vue normale. Toc, voilà, je te le mets comme ça. Donc aujourd'hui on a des petits soucis techniques, donc il n'y aura pas de leaderboard, on faudra retenir ton Non, score. mais On ne pourra pas retient, l'afficher, mais on retiendra ton On score. connaît déjà les autres scores, donc sait- avec un score, Voilà. un deuxième nouveau score, je crois qu'on est On capable va y de arriver. faire un En leaderboard. sachant que du coup Paul Chénaud de l'équipe de Voltige est encore celui qui a le mieux. Alors le leader score maintenant est que pour celui de la saison 3, mais effectivement le Ouais. Paul de la saison 2, donc les voltigeurs sont plutôt bons, avait fini premier sur cette Ouais. seconde Voilà, saison. mais de toute façon, Paul, c'est que la gagne. Il n'y a rien qui l'intéresse d'autre. donc. Petit big up à Paul. Tu fais un ping-pong avec lui, c'est la guerre. Je te jure. Ça entretient l'esprit d'équipe. Donc là tu as les volets de sortie, on Ouais, voit bien la j'essaye, piste, est-ce que tu vois le marquage bleu? Je vois. Ok, nickel, Je vais essayer de faire au mieux. mais il n'y a pas de problème. Merci Aucun dans le chat à jugement. tous ceux qui ont répondu. C'est pas comme qui si ont l'air bien j'avais pris. fait du DR400 il y a 2 jours. Ah ouais? Donc vraiment, si j'y arrive pas, c'est quand même un C'est petit peu la honte. Oh. Là, je suis un petit peu faible en vitesse, typiquement. Oh, il y a les arbres au seuil de piste J'essaie qui de vont te le remettre, dire, t'inquiète. C'est un 120 chevaux, hein. Je sais pas si Alex a précisé, Non, mais 500 chevaux. 500 chevaux, C'est c'est encore moins. Ah punaise, je pensais que c'était un Ah, 120 Pile quand même. place 500 chevaux, ça fait mal. On va être nickel. On a White Dragoness qui nous dit pour les scores, faudrait faire un truc à la Top Gear. Bah c'est tout, c'est exactement notre C'est but, c'est l'esprit, l'idée qu'on c'est avait eue, l'esprit. c'est l'esprit qu'on a. Mais Je suis carrément plat en approche, c'est une catastrophe. Bon, après, pour l'arrondi, ça peut le faire. Et surtout, j'ai pas de patate en fait. Donc là, Ouais, tu vas voir qui galère vite. niveau vitesse, là, on est quand même un petit peu dangerous, hein, on va pas se mentir. J'essaie de retarder le truc. Ah, là, t'es vraiment pas mal. Hein. ouais. Voilà, c'était un bel appontage, ça. Ah, Zone ça de la tape un marine, peu, même ça pas tape sur un l'axe. peu. On m'en Alors voudra pas. Peut-être on me croira pas si je fais mieux en vrai, mais je pense pas faire mieux que ça. On va voir le score tout de suite, comme ça on va pouvoir dire si tu passes numéro 1 sur cette saison. Il y a Grand aucune Prix chance. Faut faut qu'on se pas- le note. Hein. Il y a aucune 743 chance. 352 points. C'est noté, c'est noté. C'est pas si mal. C'est vraiment pas si mal. Oh, c'est un bon score. Moi, Donc, c'est vrai qu'on. honnêtement, Bah attends, c'est mieux que le record personnel. Est-ce que ça voudrait dire que je suis devant Paul ou pas? alors, Il y a un petit 1 million devant. Mais Ah oh, pardon. non, Oups. mais t'en fais pas. Ah oui, oh là là. Ah Non, oui, je mais- suis complètement alors, nul. Alexandre a potentiellement énormément de tryhard le jeu. Ouais, sans doute. Oh là là, c'est une catastrophe comment non, je suis non. nul. On te fais dira pas. combien tu t'es classé, mais donc voilà, tous sur les un invités y premier passent essai. et pas de crash C'est un- sur la pilule bleue. Alors Alexandre, je propose, comme on a encore, bon, on a commencé l'émission un peu Franchement, en la technique, retard, c'est de le faire sans voler. Parce que sinon, il a pas de patate. est-ce qu'on ferait pas un tout petit tour d'extra pour voir si, est-ce que ce serait possible, Alex? Un tout petit tour pour faire une petite figure que tu nous montres un peu en termes de commandes. C'est à moi de faire, c'est ça? Non, c'est, quasiment. Alors c'est pareil. Est-ce que t'es chaud de nous montrer une petite figure de vol prédilection? De quoi? Un petit lieu de prédilection pour faire de l'extra? Villeneuve-sur-Lot. Allez. Ok. C'est histoire, en fait, ça va être peut-être devenir notre tradition avec les voltigeurs, mais on avait fait affaire à Paul qui nous avait montré un petit peu comment ça se passait, une figure de voltige. Alors bon, le simulateur c'est pas l'idéal pour faire de l'extra, mais quand même, on va voir un petit peu ce que tu as envie de nous montrer. Donc peu importe que ce soit une figure, montrer un peu comment tu décomposes, un peu ton côté instructeur, voir comment tu l'enseignerais. Je crois qu'on va rien montrer du tout. Ah, ok, il est en train de crash. Il est en train de crash peut-être. Je me dis qu'effectivement, il supporte pas cette 1h33 de live. Mais ce sera Est-ce pour que une le prochaine PC est en fois. train de mourir? Bah du Ça, coup, ça va être une prochaine fois. De toute façon, ce sera l'occasion de. Non, mais là, il est en train de se dire qu'il y a trop de talent, il va cracher. Du coup, Exactement, il préfère ouais. se mettre en défaut, c'est normal. on va peut-être C'est une abandonner blague, hein, notre... bien sûr. On préférera bien sûr le faire directement en vrai, venir te voir et pouvoir le montrer honnêtement directement à l'écran. Et Ça, t'as quand même avec pu te grand confronter plaisir. à Courchevel.
Et ben du coup on va clôturer cette émission. Donc voilà, on va peut-être revenir sur la caméra principale. On va laisser tomber le simulateur pour clôturer cette émission. C'était intéressant, vraiment bravo pour le score parce que 700 000 honnêtement. Ah. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Ok. 700 000 c'est vraiment pas mal. C'est un bon score. Bravo à toi parce que du premier coup, c'est ma plus belle victoire cette année. C'est pas script, on t'a pas déjà fait essayer le simulateur donc faut se mettre dans le truc donc voilà. Moi je me suis craché la première fois. Pas que la première fois. Oh oui, pas que la première fois, mais on va pas trop le dire. Mais en tout cas, bravo. Est-ce que t'as coupé le son du simulateur? Non, demande juste. il est peut-être encore en fond. Merci pour le chat, d'avoir été présent, d'avoir beaucoup réagi. Il y avait vraiment beaucoup de nouvelles personnes, de nouveaux petits pseudos et puis toujours nos vaillants fans, c'est un grand mot, mais nos vaillants soldats, nos vaillants viewers tels que White Dragons qu'on salue toujours. Recevoir les maquettes quelque part. Merci beaucoup. Merci Antoine pour cette émission parce que c'était vraiment toi qui nous a drivé à travers ta passion pour la voltige. J'aime beaucoup ça et c'est toujours agréable de pouvoir recevoir un voltigeur et tu nous as bien expliqué un peu tous les enjeux, comment on progressait, tout le côté fédéral. Enfin, on a pu tout voir. Merci beaucoup. Puis on se retrouve. C'est quoi un peu la suite du programme, Alexandre, les prochaines émissions? Avant semaine prochaine, non, ça faut pas le dire, Ce week-end, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Cap sur l'avenir, Ground Frequency sur Instagram, on participe à l'Aérorun, cette course d'aviation sans frontières organisée au Bourget, les 10 km. Donc vous pourrez nous suivre pour parler de l'aventure. On se retrouve semaine prochaine pour un épisode de Flight Sim Odyssey, donc simulateur de vol, avec un pilote d'A400M. Et puis on se retrouvera dans 2 semaines pour une grosse émission aussi. On peut l'annoncer, on aura un astronaute. On dévoile pas le nom. J'allais dire on dévoile pas le nom, on le mettra sur les réseaux. Ils l'ont peut-être pas entendu. Faut commencer un peu à faire mousser, à créer de l'enthousiasme autour de cette émission, une grosse émission avec Michel Tonini qui se prépare. Donc n'hésitez pas à revenir dans 2 semaines. En tout cas, merci à tous. Suivez donc les réseaux, que ce soit ceux d'Adrien ou les nôtres. Si vous voulez vous abonner sur la chaîne Jumpseat ou au moins mettre les notifications, n'hésitez surtout pas. Voilà, n'hésitez pas, donc on est qu'au tout début de la saison, c'est notre nouveau studio, vous avez pu voir un peu tout le nouveau décor, on a prévu plein de choses, donc on a encore des petites choses de rodage, en tout cas on a toujours à cœur de vous faire découvrir un max de parcours différents aéronautiques, des personnes de tous les secteurs, et puis voilà, on passe des bons moments, il est déjà tard, nous il va être l'heure de rendre l'antenne, et puis si je puis me permettre, bien sûr. Je vous ai pas remercié, merci beaucoup à toute l'équipe de Cap sur l'avenir et de l'Aéro Club de France de m'avoir reçu, c'était vraiment un réel plaisir, et à l'attention de ceux qui éventuellement ont posé des questions et j'ai pas pu y répondre ou quoi, n'hésitez pas à me les poser en réseau, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà. Et merci encore à vous. Merci à toi d'être venu, on a bien parlé voltige, et puis l'heure de se quitter. Exactement, merci Adric à la régie, merci à tous, au revoir. Bonne soirée à tous.